Regardez cette scène. Kylian Mbappé dit à Xabi Alonso ce qu'il doit faire, et toute l'équipe du Real Madrid le suit. Maintenant, regardez ça. Vinicius quitte le terrain en hurlant « C'est toujours moi ». Voilà le Real Madrid en 2026. Deuxième du championnat, blindé de stars et complètement hors de contrôle. Xabi Alonso n'a pas perdu son poste parce que c'était un mauvais coach. Il l'a perdu parce que les joueurs ont arrêté de l'écouter. Et dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi cet effondrement n'a pas commencé avec Xabi. Il a commencé bien avant lui. 4 janvier 2024. Le Real Madrid a remporté sa 13e Supercoupe d'Espagne après avoir écrasé Barcelone 4-1 à Riyad. C'était une soirée exceptionnelle pour le Real. For Vinicius, one-on-one, Vinny rounds Peña, and Vinicius Jr. puts up Real Madrid. It's 1-0. He has Vinicius in the middle. It's 2-0 Real Madrid. Vinicius Jr. scoring again, not even 10. Vinicius Jr. a complètement pris feu ce soir-là. Triplé. Sans débat, le match était à lui. Rodrigo enfonce le clou avec le 4e. Et pendant 90 minutes, Madrid a donné l'impression d'être au-dessus de tout. Et le plus fou, c'est que cette finale n'était même pas sortie de nulle part. Quelques jours avant, ils avaient déjà frôlé l'implosion contre l'Atlético. Un match dingue, un 5-3 après prolongation, du chaos total. Mais encore une fois, Madrid s'en sort. À ce moment-là, le message était clair. Peu importe comment, peu importe contre qui, cette équipe trouvait toujours un moyen de gagner. Et c'est exactement pour ça que personne ne voyait la suite arriver. Quelques mois plus tard, en mai, le Real Madrid pliait la Liga, la 36e de son histoire, alors qu'il restait encore 4 matchs à jouer. Ils avaient pris la tête du championnat dès la 18e journée et ne l'avaient plus jamais lâché. Meilleure défense de Liga, record de clean sheet battu et en même temps, meilleure attaque d'Espagne. C'était pas du hasard, ils contrôlaient les matchs de A à Z. Puis est arrivé le 1er juin 2024, Wembley, la nuit que tout le monde attendait. Le Real Madrid a conquis l'Europe. Encore une fois, victoire 2-0 contre Dortmund. 15e Ligue des Champions ajoutée à la collection. À ce moment-là, tout semblait parfait. Et pourtant, c'était déjà le début de la fin. Dani Carvajal avait marqué, Vinicius Junior aussi, et au bout de la soirée, Vinicius Junior repartait avec tout. Homme du match et joueur du tournoi. Aujourd'hui encore, les Madridistas parlent de ce parcours-là. Des matchs incroyables contre Manchester City, de la guerre face au Bayern, de cette sensation étrange que, peu importe la galère, peu importe le scénario, Madrid finissait toujours par s'en sortir. Les trophées continuaient de tomber les uns après les autres. En août, le Real a battu l'Atalanta à Varsovie pour soulever la Supercoupe d'Europe. Valverde marque, Mbappé marque, Bellingham est élu MVP. Et à ce moment-là, la saison semblait déjà lancée sur des rails impossibles à arrêter. Puis le 18 décembre, Madrid a conclu le tableau en devenant champion du monde pour la 9e fois. Victoire 3-0 contre Pachuca au Qatar. Début de Mbappé, Rodrigo et Vinicius Junior. Encore un titre, encore une preuve de puissance. Encore ce sentiment que le Real Madrid était au-dessus de tout. Et pourtant, voilà la vérité difficile à accepter. Ce Real Madrid n'existe plus. Tout ce qui faisait leur force s'est évaporé. Le contrôle, la peur qu'ils inspiraient, l'autorité naturelle. Aujourd'hui, le Real Madrid est en crise et elle est bien plus profonde que ce que la plupart des gens imaginent. Tu me crois pas? Alors regarde de plus près. La saison dernière déjà, Carlo Ancelotti avait tiré la sonnette d'alarme très tôt auprès de son staff. Il leur avait dit une phrase simple mais inquiétante. Rien ne fonctionnera si l'effort défensif de l'équipe reste au minimum. C'était pas un ressenti de coach, les chiffres racontaient la même histoire. Ancelotti avait vu les données. Distance totale parcourue, intensité des sprints, course de repli défensif, Madrid était derrière. Et quand il comparait les stats de son équipe à celles des adversaires, le constat était clair, le décrochage était réel. Et le plus inquiétant dans tout ça, c'est que ce problème n'a pas commencé la saison dernière. Il n'a pas commencé avec Mbappé. Il n'a certainement pas commencé avec Xabi Alonso. C'est une faille qui suit le Real Madrid depuis des années. Une faille liée à une seule idée, une seule obsession, l'identité Galacticos. À Madrid, le génie a toujours été valorisé avant le sacrifice, le talent avant l'effort collectif. Et cette façon de penser remonte loin, jusqu'à Florentino Pérez. Entre 1996 et 2000, le FC Barcelone était tout simplement l'équipe la plus dominante du monde.
Et on comprenait vite pourquoi. Ils avaient deux des meilleurs joueurs de la planète, Ronaldo Nazario et Luis Figo. Mais parmi tous ces cracks, c'était Figo qui brillait le plus. À cette époque, il était le meilleur joueur du monde. Pendant ce temps-là, le Real Madrid vivait l'exact opposé. C'était l'une des pires périodes de son histoire. Le club était ruiné, enterré sous plus d'un demi-milliard d'euros de dettes. Il peinait à exister pendant que son plus grand rival régnait sur l'Europe. Et c'est dans ce contexte-là qu'un homme est arrivé. Un homme qui allait façonner l'avenir du Real Madrid, plus que n'importe qui d'autre. Florentino Pérez. Impossible de comprendre le succès du Real sous Pérez sans comprendre à quel point sa vision était radicale. Et tout a commencé par une promesse complètement folle. S'il gagnait l'élection, il ferait venir Luis Figo du Barça au Real Madrid. À l'époque, ça sonnait comme une trahison. Les fans du Barça n'y croyaient pas une seconde. Ceux du Real n'osaient même pas y penser. Et pourtant, Pérez l'a fait. Et avec ce transfert, tout a basculé. Mais au-delà du joueur, c'était le message qui comptait. Le Real Madrid disait une chose très claire, on peut prendre qui on veut. À partir de là, le club est devenu un aimant à stars. Figo, Zidane, Ronaldo Nazario, Beckham, Roberto Carlos. Les Galacticos étaient nés. Et cette philosophie n'a jamais vraiment disparu. Elle a traversé les époques de l'ère Cristiano Benzema Bale au triplé des champions avec Zidane jusqu'à aujourd'hui avec Kylian Mbappé. Mais voilà ce dont personne ne parle. À chaque fois, les Galacticos ont payé le même prix caché, l'équilibre défensif. Les premiers Galacticos étaient parmi les équipes de très haut niveau les plus faciles à jouer en Europe. Ils ne perdaient pas par manque de talent, mais par manque d'équilibre. Florentino Pérez a toujours poursuivi la brillance, les buts, les stars mondiales, les icônes, mais le travail défensif n'a jamais été la priorité. Claude Makelele a été vendu parce qu'il ne faisait pas vendre des maillots, alors que c'était le meilleur milieu défensif du monde. Vicente Del Bosque a été viré après avoir gagné la Liga parce qu'il ne collait pas à l'image. Résultat, 3 saisons sans trophée, un chaos total en interne, une équipe pleine de stars incapables de se protéger. Depuis 2001, plus de 13 entraîneurs ont sauté sous Pérez. Le pacte Galactico était clair. Madrid dominerait les titres, le marketing, les moments forts. Mais quand il fallait défendre ensemble, fermer le jeu, souffrir sans le ballon, là, le Real a souvent payé l'addition. Alors attention, ça n'a pas toujours échoué. Zinedine Zidane, l'entraîneur, a trouvé la formule, parce que ses stars acceptaient de faire des sacrifices. Cristiano pressait quand il le fallait, Benzema faisait le sale boulot, Casemiro nettoyait tout pour libérer les autres. Cette version-là des Galacticos avait un équilibre. Mais en dehors de l'ère Zidane l'entraîneur, le même schéma est toujours revenu. Et c'est là que le problème moderne commence. Parce que quand tu construis un club autour des stars pendant trop longtemps, tu crées une règle invisible. Le talent passe avant l'effort. Ça se voit pas sur le papier, mais ça se voit sur le terrain. Qui fait le repli, qui presse, qui est exempté, et dès que certains joueurs sont protégés du travail défensif, le système se fissure. Ce qui nous ramène à aujourd'hui. Le Real Madrid n'a pas juste signé Mbappé, il a doublé la mise sur le modèle Galactico. Encore plus de talent, encore plus de peur chez l'adversaire, mais moins de structure, moins de sacrifices et moins de responsabilités collectives. Et Carlo Ancelotti l'avait compris bien avant que Xabi Alonso ne mette les pieds là-dedans. Et d'ailleurs, Luis Enrique aussi. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Pues claro, tú eres un fenómeno, un top mundial, ninguna duda. Pero yo, no me vale eso. Pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder. Eso es Michael Jordan. ¿Sí? Pour tous ceux qui suivent vraiment l'histoire du Real Madrid, ce qui arrive aujourd'hui ne devrait même pas surprendre. La troisième version des Galacticos est en difficulté pour exactement les mêmes raisons que les deux premières. Des joueurs différents, une autre époque, mais le même problème. C'est pas une question de mentalité, ce n'est même pas d'abord une question de tactique, c'est un conflit entre le talent et l'équilibre. Et avant de parler de tactique, il faut parler des profils. Sur le papier, cet effectif du Real est indécent. Mbappé, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Arda Güler, que des cracks, que des joueurs de niveau mondial, que des vedettes. Et pourtant, encore une fois, l'équipe n'est pas équilibrée. Si tu compares ce groupe à celui qui a gagné la Liga et la Ligue des Champions avec Ancelotti il y a à peine 2 ou 3 saisons, la différence saute aux yeux. Cette équipe-là avait une colonne vertébrale. Kroos dictait le tempo, Modric compensait dès que Kroos baissait d'un cran, Benzema liait tout. Le milieu parlait le même langage, l'attaque avait une hiérarchie claire. Cette version du Real, elle, n'a rien de tout ça. Quand Kroos est parti, Madrid n'a pas cherché à le remplacer. Ils n'ont pas recruté un autre joueur capable de contrôler le jeu. Ils n'ont pas cherché un chef d'orchestre. Ils ont préféré mettre une fortune sur un nouvel ailier gauche.
Et à partir de là, tout a basculé. Parce qu'aujourd'hui, devant, Madrid a 3 joueurs qui veulent exactement la même chose. Mbappé, Vinicius, Rodrigo. 3 joueurs qui aiment recevoir côté gauche. 3 joueurs qui aiment attaquer l'espace. 3 joueurs qui aiment rentrer intérieur pour finir. Et voilà la vérité que personne n'ose dire clairement. Mbappé et Vinicius veulent tous les deux être Cristiano Ronaldo, alors que l'un des deux devrait accepter d'être Karim Benzema. Quelqu'un doit faire le sale boulot. Quelqu'un doit connecter le jeu. Quelqu'un doit penser collectif avant statistique. Mais ce rôle n'existe plus dans cette équipe. Il n'y a plus de vrai numéro 9 organisateur, plus de numéro 10 naturel, plus de joueur Cole qui fait respirer le jeu. Kroos n'a jamais été remplacé, Benzema n'a jamais été remplacé. Donc ouais, la première raison de l'échec est simple, le Real a perdu sa structure et son équilibre. Mais c'était que le début. Parce que quand tu prends un peu de recul, tu comprends que le vrai problème n'est pas seulement sur le terrain, il est dans la manière dont le club fonctionne. Le Real Madrid ne construit pas ses équipes autour d'un plan tactique, il les construit autour du talent. Il demande ensuite au coach de se débrouiller. N'importe quel entraîneur rêverait de ce milieu de terrain, à condition d'avoir le pouvoir de le façonner. Tchouaméni et Camavinga sont des soldats, pas des architectes. Valverde est un moteur, pas un métronome. Bellingham est génial, mais c'est pas un organisateur bas. Ce sont pas des mauvais joueurs, ce sont juste des profils qui ne correspondent pas à ce que Madrid refuse de changer. Xabi Alonso l'avait parfaitement compris. À Leverkusen, tout tournait autour d'un cerveau. Florian Wirtz. À Madrid, ce rôle aurait dû revenir à Arda Güler. Mais Güler n'a jamais eu la confiance absolue. Pourquoi ? Parce qu'au-dessus, la règle n'a jamais changé. Les stars doivent jouer. Bellingham devait être sur le terrain. Mbappé et Vinicius aussi. L'équilibre est devenu optionnel. Et c'est là que la tactique a perdu la bataille face au talent. Aujourd'hui, le Real ne gagne plus grâce à une structure. Il gagne sur des éclairs individuels. Principalement de Mbappé et souvent sur penalty. Et soyons honnêtes, avec des joueurs comme ça, parfois ça suffit. Mais face aux équipes vraiment organisées comme Manchester City, l'Atlético, Liverpool, Arsenal, le Barça, ce désordre et manque d'équilibre sont vite punis, encore et encore. Et en finale de Supercoupe, Madrid n'avait tout simplement aucune réponse. Contre Liverpool, ils ont été dominés. Contre l'Atlético en Liga, ils ont été déstabilisés par les coups de pied arrêtés et la structure. Ces équipes-là ne font pas que presser, elles préparent les matchs pour tous les scénarios possibles. Elles anticipent et elles s'adaptent. Le Real, lui, ne le fait pas. Pendant que les autres changent de structure en plein match, ferment des zones, neutralisent les dangers un par un, Madrid reste figé. Et c'est pas parce que Xabi Alonso ne sait pas comment faire, c'est parce que l'ADN du Real Madrid ne l'autorise pas. C'était déjà le cas avec Ancelotti. La différence, c'est que Carlo avait une relation différente avec ses joueurs. Ils se battaient pour lui, ils acceptaient ses compromis, même si à la fin de sa période, c'était un peu polémique. À Madrid, le 4-3-3 est sacré, les stars sont intouchables, la hiérarchie ne bouge jamais, et le pouvoir remonte toujours vers le haut. Et quand les idées tactiques ont cessé de fonctionner, un problème encore plus dangereux est apparu. Parce qu'au-delà du déséquilibre des profils et de la rigidité tactique, il y avait autre chose. La même chose qui a détruit le projet du PSG version Superstar, le pouvoir des joueurs. Et une fois que ça s'installe, aucun système ne survit. Le pouvoir des joueurs au Real Madrid, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est à quel point c'est visible aujourd'hui. Quand tu mets trop de stars dans la même équipe, chacun veut être le joueur clé. Pas juste gagner, être celui dont on parle après le match. Et quant à Mbappé, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, tous jeunes, tous au sommet, tous convaincus d'être le héros, forcément, ça crée des tensions. Personne n'a envie de s'effacer. Et c'est là que tout dérape, parce qu'à partir du moment où les joueurs ont plus de poids que l'entraîneur, le projet est déjà mort. La seule question c'est, quand est-ce que le coach saute ? Au Real Madrid, on connaît la réponse. Florentino Pérez fonctionne toujours pareil. Il choisit un entraîneur, il le laisse bosser, et dès qu'il y a un problème avec les stars, c'est le coach qui paie. À Madrid, un entraîneur n'est jamais un projet long terme. C'est infusible. Xabi Alonso n'a pas fait exception. Il n'a pas été viré après une série catastrophique. Il n'a pas été viré après une humiliation. Ça s'est fait d'un coup, sans explication et sans prévenir. Certes, il n'a pas été viré, mais il a démissionné, mais il a voulu partir avant qu'on le mette dehors parce qu'il voyait le truc arriver. Les joueurs n'étaient pas au courant, le staff non plus, même des gens au club l'ont appris sur les réseaux sociaux. Ça te montre une chose très claire, les décisions ne se prennent pas sur le banc. Dès son arrivée, Xabi Alonso avait un problème. Il a hérité d'un vestiaire habitué à faire ce qu'il veut. Sous Ancelotti, ça marchait parce que les cadres tenaient la baraque. Mais avec le temps, les règles se sont relâchées. Et quand Xabi a voulu changer ça, forcément, ça a coincé. Il a demandé plus d'intensité, plus de discipline et plus de travail sans le ballon. Et ça, tout le monde n'a pas aimé.
Les joueurs ne voulaient pas trop courir à l'entraînement et je ne sais pas pour qui ils se prennent. Xabi Alonso voulait plus de réunions tactiques, des entraînements plus exigeants, plus d'analyses vidéo, des consignes claires sur le placement et le comportement. Les joueurs disaient que tout ça c'était compliqué et qu'il y avait trop d'informations et de consignes complexes. Dans d'autres grands clubs, c'est normal. À City, Liverpool ou le Barça, personne ne discute ça. Mais au Real Madrid, si t'es une star, ces règles deviennent optionnelles. Résultat, le vestiaire s'est divisé. Certains ont suivi Xabi, d'autres non. Et au Real, quand les stars décrochent, l'entraîneur ne survit jamais. C'est là que tout se joue. Et c'est exactement pour ça que Xabi Alonso était condamné dès le départ. I don't personally agree with it, but that's the way it is. You know, like I can repeat again. Gareth Bale was sitting there the other day, and was telling us that at Madrid, what you need to do is to manage players. Et même Gareth Bale lui-même l'a confirmé. It's not the same as managing Bayer Leverkusen. You have to manage egos, players, all that kinds of stuff. So. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Et cette réalité, on l'a vraiment vue au grand jour avec l'histoire de la haie d'honneur. Peu importe ce qui a été dit après, ce qui comptait, c'est ce que tout le monde a vu. Alonso donne une consigne. Les joueurs l'ignorent. Une star fait signe dans l'autre sens et Alonso recule. C'était un manque de respect total envers celui qui était censé être le boss numéro 1 de l'équipe. À partir de là, Alonso ne dirigeait plus vraiment l'équipe. Et tout ce qui se passait en coulisses est devenu évident. Quand la discipline saute, le comportement suit. D'un coup, les crises publiques de certains joueurs comme Vinicius, les embrouilles dans les tunnels, la frustration visible sur le terrain, tout prend naissance. Mais le pire dans tout ça, c'est que rien n'a été sanctionné. Vinicius par exemple a profité de la situation pour bloquer les discussions sur son contrat. Le message était limpide, changer le coach ou perdez le joueur. Et Pérez déteste perdre ses stars, parce que structurellement, c'est toujours plus simple de virer un entraîneur que d'affronter plusieurs cadres. C'est moins cher, c'est plus propre et surtout, ça évite les conflits. C'était pas une décision sportive, c'était une décision politique. Alonso voulait de la structure, le club voulait la paix. Alonso voulait de la responsabilité, le club voulait du confort. Alonso voulait changer la culture, Madrid voulait évoluer sans douleur. Et c'est exactement pour ça que ce projet n'avait aucune chance. Les résultats ont juste repoussé l'échéance, les séries de victoires ont masqué les fissures, mais sur le terrain, tout tenait à peine, et à un moment, ça a craqué. Ils ont choisi les stars. Et tant que ça ne changera pas, le scénario se répétera. Seul le nom de l'entraîneur changera. Le Real Madrid n'a pas simplement tourné la page d'un entraîneur, il a confirmé une direction qu'on a déjà vu passer plus d'une fois. À force de privilégier la tranquillité interne, de protéger les statuts et de soigner l'image avant le contenu, le club s'est installé dans un cycle. Les visages changent, les mécanismes, eux, restent exactement les mêmes. Xabi Alonso est arrivé avec des idées claires, une vision moderne, une vraie structure. Ce qu'il a vite compris, c'est qu'à Madrid, les idées ne suffisent pas. Il faut aussi que le pouvoir suive. Ici, on demande aux entraîneurs d'élever le niveau sans créer de tension, de poser des règles sans toucher aux équilibres internes, de faire évoluer le jeu tout en laissant chacun dans sa zone de confort. C'est une équation presque impossible. Quand les joueurs savent qu'ils seront toujours là après le coach, l'intensité devient variable. Quand il n'y a pas de conséquences claires, les limites se déplacent. Quand les contrats pèsent plus que le terrain, la hiérarchie sportive se brouille. C'est un fonctionnement installé depuis longtemps. Florentino Pérez continue de tirer les ficelles. Le pouvoir est stable, les résultats, eux, fluctuent. Et à chaque fois, la réponse est la même. Changer l'homme sur le banc. Ce qui rend l'histoire encore plus ironique, c'est que Madrid voulait quelqu'un qui comprenne ce monde-là. Ils ont choisi Xabi Alonso précisément pour ça. Un homme du club, un joueur qui a connu les vestiaires, un coach qui savait où il mettait les pieds. Mais une fois à l'intérieur, les marges de manœuvre se sont vite révélées étroites. Aujourd'hui, le décor est en place pour un nouveau chapitre et un nouveau coach. Mais tant que ce cadre ne change pas, le scénario risque de rester familier. Le Real Madrid continuera de gagner des matchs. C'est dans son ADN. Il continuera d'attirer les plus grandes stars car il l'a toujours fait. Mais ce qui faisait vraiment la différence avant, c'était la domination, la continuité et la peur qu'il inspirait aux autres. Mais tout ça a disparu. Tant que le club ne regardera pas en face le pouvoir des joueurs, tant que la responsabilité ne s'appliquera pas à tout le monde, peu importe le nom ou le statut, chaque projet finira de la même manière. Et le prochain entraîneur ne tombera pas parce qu'il est mauvais, il tombera parce que le Real Madrid, lui, n'aura toujours pas changé.